spécialement UFC 3 sièges. Alors, est-ce que nous pourrons dire, c'est la même question que je vous repose, est-ce que ces législatives sont légales ou frauduleuses? Serge, je vous remercie pour la question. Premièrement, je voulais éclaircir certaines choses. L'UFC a eu 6 sièges. Oui, l'UFC a eu 6 sièges, ça c'est vrai, 6 sièges. 6 sièges. Maintenant, revenons à votre question. Bon, je n'ai pas entendu que le taux de participation était 98%. Je pense que c'était autour de 50 quelque chose. Non, à la conférence de presse, les journalistes ont demandé, parce que c'était les taux provisoires qui étaient là-bas. Et elle a demandé si lui l'a observé, c'est 98%, et lui a dit non. C'est maintenant que c'est de la bouche de la journaliste que lui vient d'apprendre ça. Donc il n'était pas... La CENI, dimanche, a fait une conférence de presse où ils ont donné les résultats, du moins provisoires, et le taux de participation tournait autour de 50 quelque chose. Donc, 59%. Bon, il faut premièrement reconnaître qu'au Togo, et ce qui ne se fait pas dans d'autres pays, le taux de participation, c'est par rapport au nombre de personnes inscrites. Donc, si par exemple dans un centre, il y a 5 personnes, il y a 10 personnes qui se sont inscrites et 5 votes, donc automatiquement, c'est 50%. Et nous savons bien que, compte tenu de l'appel au boycott lancé par la C14, beaucoup de personnes ne sont pas sorties pour aller s'inscrire, surtout dans certaines zones comme Lomé, Anéhor et tant d'autres. Donc c'est tout à fait normal que le taux d'abstention soit élevé cette fois-ci. Mais comme je l'ai dit, le taux de participation se calcule par rapport au nombre de personnes inscrites. Donc il faut faire cette nuance. C'est vrai qu'à Lomé, dans d'autres villes, il n'y a pas eu assez d'affluence. Bon, maintenant, la légalité des élections, je pense qu'il faut plutôt parler de la légitimité de ces élections. Parce que c'est la population qui donne la légitimité. Et ce serait malhonnête pour nous de dire aujourd'hui, compte tenu de la situation qui entourait ces élections, que la plupart des Togolais ont participé à ces élections. Il faut savoir que la C14 est une force politique sur le terrain et elle n'a pas participé, premièrement, aux enregistrements, c'est-à-dire ils ont boycotté les opérations d'enregistrement et tout. Donc, la légitimité maintenant, c'est moi ce qui m'intéresse parce que quand 5% ou bien, disons 20% de la population élit pour la majorité des gens, ça c'est dangereux. Nous sommes maintenant dans une république où c'est dangereux. Le président de la République a toujours parlé d'une minorité. Et je pense que c'est cette minorité toujours qui continue par nous imposer à nous, la majorité, leur volonté. Et c'est dangereux parce que aujourd'hui, la C14, qui est une portion politique très très importante, n'est pas à l'Assemblée. Et si la majorité n'est pas à l'Assemblée, nous sommes dans une démocratie représentative. Donc on ne sait pas comment est-ce que les jours à venir seront pour notre pays. Ça, il faut être franc et pour le dire. Monsieur Komla, je vous pose cette question par rapport à la feuille de route de la CEDEAO. Est-ce que ces élections sont légales ou illégales? C'est tout ce qu'on vous demande par rapport à la feuille de route de la CEDEAO. Vous connaissez ce qui est dans cette feuille de route de la CEDEAO? Ça, c'est une bonne question. Je connais effectivement ce qui est dans cette feuille de route. On a parlé des réformes avant les élections. Mais on a commencé par parler de ces réformes depuis 2006.
après l'APG. Dans d'autres cas, on peut même parler de 2002, avec la lettre de Agbeyome Kodjo et de Daokou Péré, qu'il faut réformer le système même au sein du système. Donc, les réformes n'ont jamais eu lieu, mais il y a eu des élections au Togo. Et moi, je ne pense pas que le débat doit être maintenant encore en arrière. Il faut maintenant trouver des voies et moyens pour sortir complètement de cette crise. Surtout aujourd'hui où une portion importante de la population togolaise ou bien de la politique togolaise se trouve hors du débat à l'Assemblée. On sait ce que je suis en train de dire. Il faut être sincère. Il faut être sincère et se mettre encore dans des explications qui, au fait, la CEDEAO a fait sa feuille de route et la CEDEAO, c'est elle seule qui a la possibilité d'apprécier. Et dans son communiqué, elle dit qu'elle a apprécié. Mais moi, je ne pense pas que c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Il faut avant tout être sincère et être franc avec nous-mêmes Togolais. Aujourd'hui, la CEDEAO elle est partie, mais c'est entre nous Togolais que nous devons trouver des voies et moyens pour régler cette crise. Alors, professeur, je reviens encore à vous. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un débat où nous devions nous dire la vérité. Alors, aujourd'hui, comme on l'a dit, l'UNIR a la majorité des sièges. Et demain, les réformes qui devaient avoir lieu avant les législatives vont maintenant avoir lieu. Est-ce que ça dire, parce que nous ne savons pas, parce que je pose chaque fois cette question, est-ce que le compteur, même si on ne connaît pas, est-ce que M. Floyd Yassingbe, à travers ce que nous voyons aujourd'hui, pourra encore se présenter pour au minimum 10 ans, sinon je dirais plus de 15 ans. Parce que le compteur, à travers les réformes qui sont mises en place, pourra être mis à zéro. Ou bien il y a quelque chose qui va sortir dedans. Alors que nous voulons la tenance. Mais est-ce que, parce que c'est de cela il s'agit, le professeur, avec les législatives, est-ce qu'on peut dire que le compteur est mis à zéro, faut reprendre de nouveau, en tout cas, la candidature, et sera là pour moi, c'est 10 ans ou bien 15 ans. Bon, peut-être que si les gens du RPT UNIR sont nés le jour de la honte, peut-être ils vont se permettre ce jeu-là. Parce que tout le monde s'accorde à dire que sur le plan pourcentage, taux de participation, ce n'est pas le cas. Sur le plan élection, il y a dans certaines zones, on ne peut pas parler d'élection. Où il y a seulement des candidats d'UNIR, RPT, et qu'on a, je ne sais pas, c'est pourquoi nous parlions de nommer. Bon, si ils se servent de ça, parce que j'ai les taux de participation officiels ici, qu'un membre du RPT, peut-être qu'il a été gêné, sa conscience lui fait mal un peu, il a, par dénonciation, il a distribué ça à ses amis, c'est parti. Et dans le truc que nous avons, le taux de participation le plus élevé, c'était dans la causage et c'était à 31,34%. Le reste est le taux de participation le plus bas. Selon lui, c'est 11%. Donc, vous voyez, ça c'est un homme du système. Il a pensé, c'est-à-dire qu'en tant que Togolais, mais quel que soit son désir de garder le pouvoir, il a été un peu gêné. Il a dit que voilà les vrais taux que nous avons, mais Yark vient de nous envoyer une enveloppe avec des photos qu'il a fabriquées pour présenter. Et c'est ça qui se retrouve dans les 50%. Moi, ce n'est même pas un problème. Parce qu'au Togo, on a toujours fabriqué les taux de participation. Ce n'est pas la première fois. Mais seulement, je sais que si ces gens-là sont encore, ils sont encore habités d'âme, ils ne pourront pas se dire que nous avons la majorité, on va faire quelque chose sur le dos des Togolais. Non. Ils peuvent avoir l'Assemblée, mais le bon sens va vouloir leur dire que non, vous n'avez aucune légitimité parce que
vous ne représentez même pas le quart de la population togolaise en tant que représentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces conditions-là? On essaie d'écouter le peuple et on essaie de voir ce qu'il faut faire pour que les positions des autres, même en dehors de l'Assemblée, puissent être prises en considération. Bon, maintenant, si c'est vraiment des gens qui sont nés le jour de la honte, ils vont dire que nous avons fait les élections, nous avons gagné et nous allons vouloir gouverner. Là, l'avenir de Faure Gnassingbé maintenant reviendrait dans les mains du peuple togolais. Si le peuple togolais veut que Faure soit là en 2020, 2015, 2025, 2030, 2050, c'est bon, il pourra le faire. Mais si le peuple dit qu'on ne veut même pas qu'il soit là en 2020, c'est possible. C'est possible. C'est pourquoi moi je dis que à partir de ce moment-là, c'est l'avenir de Faure se trouve entre les mains du peuple togolais. Qu'il le veuille ou pas, c'est ça. D'accord. Et c'est au peuple d'en juger. S'il est content qu'une dynastie qui ne dit pas son nom puisse s'installer au Togo. Parce qu'on est en train de nous préparer les mains Gnassingbé. Il est député, qui sait si ce n'est pas lui qui sera président de l'Assemblée nationale. Parce que ces gens-là n'ont pas honte. Ils peuvent le faire. Rien ne va les empêcher de mettre May comme président de l'Assemblée nationale. Alors, professeur, est-ce que vous voulez nous dire que M. Faure Gnassingbé va demain choisir son dauphin, comme l'a fait M. Kabila en RDC? Mais s'il vous plaît, Faure, tel que moi j'analyse Faure n'a pas envie de quitter le pouvoir en 2020, ni en 2025, ni en 2030. Allez lire, lorsque Faure a gagné les élections en 2015, ou bien lorsqu'il a, il s'est proclamé président en 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont publié un truc sur Republic of Togo, leur programme de développement pour ça. Ils ont mis ça, ils disent émergence 2035. C'est-à-dire que Faure veut être au pouvoir jusqu'en 2035. Ça, c'est un des points, ou bien des indices, je peux dire. Le port autonome de Lomé a été baillé à Bolloré pour 35 ans. C'est vers là aussi. Ça veut dire que tout est fait. Le plafond de Faure, si le Togolais le laisse, c'est jusqu'en 2035. Donc peut-être c'est après ça qu'il peut mettre May comme successeur. Sinon, pour le moment, sauf si le peuple togolais dit non, on ne veut pas que cela soit fait sur la tête de nos aïeux, Faure ne sera pas en dehors du pouvoir en 2020, 25, 30 et 35. 35, il va penser peut-être à préparer quelqu'un. Sinon, avant ça, Faure dire de lui-même qu'il va partir, ce n'est pas ça. Parce que moi, je n'ai rien vu en lui qui me prouve ça. D'accord, on vous reprend tout à l'heure, professeur. Merci. Avant d'arriver à M. Koma, est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Bonjour, monsieur. Ben, je crois qu'on continue. Alors, M. Koma, la même question. Est-ce que le compteur sera mis à zéro après les législatives 2018, compte tenu du fait des réformes maintenant qui vont sortir de ces législatives? Ok, merci Serge. Il faut premièrement savoir que l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui, ou bien l'Assemblée qui va venir dans quelques jours, après celle législative de 2018, il y a certaines spécificités qu'il faut reconnaître. C'est qu'il y a une vaste, une liste très grande d'indépendants. Il y a des partis de l'opposition qui sont là, comme l'UFC, le MPDD, le NET. Bon, ce sont ceux que je peux citer automatiquement comme ça. Il faut savoir que ces partis ont eu une ligne de travail politique sur le terrain. Ce sont des partis qui réclament le départ de Faure et ce sont des partis qui réclament l'alternance. Donc, ils sont à l'Assemblée, nous sommes dans une démocratie représentative. Malgré qu'ils n'ont pas aussi ni la majorité ni la minorité bloquante, je pense que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il y aura des propositions qui vont introduire. Et ensemble, si le RPT
Parce que si vous voyez ce qui se passe au niveau de UNIR, il y a une... ils ont renouvelé leurs députés au moins à 80%. Donc, il y a un changement aussi à leur niveau. Maintenant, est-ce que le changement de tactique politique va venir avec ça ou pas? Les groupes de l'opposition qui seront maintenant au Parlement ont une tendance à essayer de travailler de manière à ce qu'il y ait consensus. On sait que l'UFC... Monsieur, allô, monsieur Komla? Oui. Ok. Bonjour monsieur, on a quelqu'un en ligne. Bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Essayez de vous reculer parce que vous faites beaucoup de bruit. Vous voulez poser une question, allez-y. Oui, je voudrais poser une question au docteur Moussa Issoufou. Comment vous appelez? Je m'appelle Rachid. D'accord, allez-y Rachid. Docteur Moussa Issoufou, bonsoir. À vous entendre, on a l'impression, on a le sentiment que seule la pression populaire qui puisse faire partie fort. Comment voudriez-vous organiser des manifestations alors que il y a des chars, même des bombardiers et tout ça là? Comment voudriez-vous que le peuple togolais puisse affronter ces chars et ce dispositif très impressionnant militaire? Je vous remercie. Merci donc, M. Rachidi. Alors, docteur, je crois que vous allez y répondre et puis on va directement à M. Komla qui avait la parole. M. Komla, vous allez continuer tout à l'heure. Docteur, vous pouvez répondre rapidement? Oui, bon, ok, je vais répondre, mais prochainement, si une question vient, laissez celui qui a la parole continuer. Après, on va répondre à la question. On va aller à M. Komla parce que la personne est en ligne. Allez-y, M. le professeur. Oh, ok, bon, donc, ce que moi je vais dire... oui, les chars, nous savons, nous sommes, c'est pas au parfum de la présence des chars, mais je pense que si c'est pas le tiers de un nombre insignifiant de la population qui sort, peut-être les chars peuvent faire leur travail, c'est-à-dire dissuader les manifestants. Mais si, tel que nous le voyons, les gens qui ont boycotté les élections, le peuple qui, n'est-ce pas, a montré son désir d'un changement réel, si tout ce peuple-là se mobilise partout, y compris dans Lomé, moi je pense que le Togo a combien de chars pour pouvoir aller effrayer qui que ce soit. Les militaires togolais, quel que soit ce qu'on dit, ils ne sont pas des fous. Ils ne vont pas sortir des chars pour tirer sur des gens qui marchent main nue. Ils peuvent les sortir pour dissuader les gens, mais ce que nous disons, c'est que quand le désir d'indépendance ou bien de liberté devient vraiment très grand, je peux vous dire que cela va réussir. En Égypte, l'État égyptien a le nombre de chars que l'État égyptien a mis dehors. Le Togo n'a même pas un cinquième de ces chars-là dans toutes ces garnisons. Il est vrai que la population ne peut pas comparer, mais c'est quand le peuple avait montré sa détermination, c'est finalement sur les mêmes chars que les populations sont montées pour fêter la victoire le jour-là. C'est-à-dire que les populations sont montées sur les chars qui étaient arrivés pour les dissuader, mais ça n'a pas marché. Parce que le nombre était tellement grand que les soldats ne pouvaient pas, ils ne sont pas des fous. Ils ne vont pas se mettre à massacrer la population comme ça. Non. Ce que nous disons que il suffit que le peuple se décide et tout est garanti. Les chars, oubliez cette histoire-là. Oubliez ça. Moi, je ne vois pas une dizaine de soldats. Il peut y avoir deux fous qui vont vouloir peut-être, mais ça ne va pas dépasser deux. La preuve, eux-mêmes, quand ils sortent pour assassiner, ils nient. Ils savent que ce n'est pas bon. C'est pourquoi ils ne disent pas que c'est moi qui ai assassiné. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance à la détermination du peuple togolais. Si la détermination est au top, cela va être un truc facile. Je compte sur ça. Merci donc, professeur. Alors, monsieur Komla, vous allez nous accuser, vous avez la parole. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que il y a une nouvelle nomenclature au niveau de l'Assemblée maintenant, et ça aussi, ça va jouer beaucoup, même si non pas la minorité bloquante, ni la majorité de décision.
il y a une nouvelle nomenclature. Même au niveau de UNIR, il y a une nouvelle nomenclature. Donc je pense que ce qui s'est passé les 5 dernières années où tout était bloqué au niveau de l'Assemblée, connaissant la ligne politique de ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, les choses vont avancer. Et il faut bien comprendre que ce sont des gens qui ont milité pendant plusieurs années au sein de l'opposition, et quand on voit leur ligne politique, ça n'a jamais changé. Donc il faut, aujourd'hui, sont ceux qui représentent le peuple. Donc je pense que la plupart des choses vont se faire au niveau de l'Assemblée. Et il peut y avoir des surprises, comme il peut pas y avoir des surprises. Mais je pense qu'on va évoluer d'une manière ou d'une autre. Dans l'intérêt général des Togolais, il faut qu'il y ait une évolution de la situation. Parce que les 5 dernières années, rien n'a été fait au niveau de l'Assemblée pour ces réformes. Donc, je pense que la nouvelle législature maintenant va tout faire pour évoluer les choses, pour faire évoluer les choses. Je ne peux pas vous répondre maintenant que Faure va avoir le compteur à 0 ou pas. Mais je pense qu'il y aura des choses qui vont se faire pour une évolution de la situation. D'accord. Monsieur comment? Monsieur Olympio Nathaniel, il dit que la CEDEAO a créé les conditions de tout ce qui s'est passé. Monsieur le professeur, est-ce que vous le cautionnez? Mais bien sûr, si la CEDEAO n'avait pas créé les conditions de tout ce qui s'est passé, elle n'allait pas se satisfaire et se féliciter de ce qui s'est passé. Moi, je vais dire que c'est un coup monté, c'est pas préparé, entretenu et soutenu par la CEDEAO. Ce machin qu'on appelle CEDEAO, permettez-moi le terme, parce que vous voyez, les gens, le peuple se lève pour réclamer ce que vous avez déjà chez vous. Vous dites vous allez venir, vous allez aider parce que c'est votre voisin, parce que nous faisons partie de la même communauté, parce que le protocole additionnel veut qu'au moins dans l'espace, on puisse avoir une démocratie, on puisse avoir une limitation des mandats. Vous venez, les gens étaient en train de faire leur travail et vous dites, s'il vous plaît, nous allons vous aider à avoir ce que vous voulez de façon pacifique. C'est-à-dire que, puisque ce n'est pas ce qu'on demandait, on ne trichait pas le RPT. C'est les engagements que le RPT a pris qu'il n'a jamais voulu respecter. C'est ça qui a amené le 19 août. La CEDEAO dit, non, il n'y a pas question de vous mettre dans les rues, on va vous aider. Maintenant que, non seulement ils n'ont pas aidé, mais ils essaient maintenant d'encourager à ce qu'on nous piétine là-dessus, on nous marche dessus. Vous pensez que je dis quoi? La CEDEAO, en tout cas, l'histoire retiendra. Tous ces chefs d'État-là, tous ceux qui sont de loin ou de près responsables de cette situation, ils n'auront pas le sommeil tranquille. S'ils ont encore des armes dans leur corps, ils n'auront pas la conscience tranquille. Déjà, il y a des voix qui s'élèvent dans leurs pays respectifs pour dénoncer ce qu'ils sont venus faire au Togo. Pourquoi ils veulent ce qui est bon pour eux dans leur pays, et quand ils viennent au Togo, ils s'en foutent pas mal de nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Au Ghana de Akufo-Addo, les Ghanéens envoient des satellites dans l'espace. Pendant qu'au Togo, nous sommes en train de commander la liberté. Est-ce que c'est normal? Quelle est à une distance de 2 km près? Et vous développez, vous faites tout. Le Ghana a pu se développer grâce à la démocratie. C'est ça qui amène les idées. Les compétences sont utilisées. Ici, c'est une stagnation totale. On utilise, il y a des gens qui sont dans le gouvernement de Faure, qui ont fait le gouvernement de papa. Il y a des gens qui sont là depuis 35 ans. Est-ce que là, quel que soit ce que les gens là peuvent offrir, est-ce que leurs idées là, non s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai dit que la CEDEAO, elle a commis un crime que nous n'allons jamais pardonner. Franchement. Parce qu'ils veulent le développement de leur pays, mais ils ne veulent pas que le Togo se développe. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'avons-nous fait?
En 2005, c'est la même chose. 2018, on vient nous faire la même chose. Et ces bourreaux-là se comportent comme si de rien n'était. Djibo Saliou, celui qui est venu diriger la mission de la CEDEAO, ce gars qui a fait le CM1, à peine il parle français. C'est les Nigériens qui me l'ont dit. Et c'est ça qu'on prépare pour être président du Niger. J'ai dit à un ami nigérien qui m'a dit ça, j'ai dit, si c'est ça que vous voulez avoir comme président après Mamadou Issoufou, oubliez ça. Oubliez ça. Voilà pourquoi l'Afrique a la trêve. Donc, dire que lui, il a pu empêcher à Tandja, qui voulait faire un troisième mandat, de le faire, et il vient au Togo, il veut autoriser, il veut avaliser ça, sans honte. C'est grave. Donc, la CEDEAO en est responsable pour de tout ce qui va arriver au Togo maintenant ou après, c'est la CEDEAO. Ces chefs d'État-là, merci, professeur. Ils n'ont pas pitié du peuple togolais. Ce n'est pas normal. Merci, professeur. Alors, monsieur, comment est-ce que vous cautionnez le professeur? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui du fait aujourd'hui que la CEDEAO est comptable de tout ce qui va arriver aux Togolais? Vous savez, je comprends le professeur Moussa, je connais c'est-à-dire l'amour que le professeur Moussa a pour le Togo. Le professeur Moussa est l'un des gens de la diaspora qui, même avec son titre de professeur, est toujours là pour qu'il y ait démocratie au Togo. Il y a plein de Togolais qui, à un moment donné, se sont complètement dit que ce n'est plus de leur souci. Ils n'ont plus de souci à penser à ce qui se passe au Togo. Je connais le professeur Moussa depuis des années. Il y en a certains qui ont fait avec nous, qui sont dans le gouvernement aujourd'hui. Et tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont eu comme pensée, tout ça là, ils les ont laissés. Mais je comprends la frustration du professeur Moussa. Mais je pense qu'à ce niveau de la lutte, il faut que nous essayons de voir les choses un peu plus profondément. Si les 14 autres pays de la CEDEAO se sont arrivés à instaurer une sorte de démocratie dans leur pays, dans la majorité des cas, ce n'est pas la CEDEAO qui les a aidés. Okay. Ce sont les gens de ces pays même qui se sont décidés à créer des conditions pour aller vers des structures politiques convenables. Bon, vous voyez par exemple au Ghana d'à côté, le Ghana aussi a eu à avoir un régime fort et totalitaire, le régime de Jerry John Rawlings. Il y a eu des bavures qui ont été commises dans ces pays. Mais ce sont les gens de ces pays même qui se sont mis d'accord sur certains principes. Et c'est ce qui n'arrive pas chez nous. Donc, qu'est-ce que vous dites de la CEDEAO? Qu'est-ce que vous dites de la CEDEAO? Non. Vous savez, laisse-moi expliquer ceci, parce que beaucoup de mes concitoyens pensent qu'il faut tout rejeter sur la CEDEAO. Je les comprends, parce que je vais vous dire quelque chose. En 2005, il y avait un monsieur de la CEDEAO qu'on appelait Ibn Chambas. Ce qu'il avait fait au Togo n'était pas du tout normal. Mais il y a Jean-Jacques Rousseau qui dit qu'un gouvernement aussi parfait ne devait pas être pour les hommes, mais pour les dieux. Et je dis qu'une organisation internationale aussi parfaite ne serait pas pour les hommes, pour les dieux. La CEDEAO a commis des erreurs. Ça, il ne faut pas essayer d'embellir les choses. Mais ce que je dis, c'est... Quelles sont ces erreurs, M. Koma? Quelles sont les erreurs que la CEDEAO a commises? Donc, je parle de 2005. Je parle de 2005, je parle spécialement de ce monsieur Ibn Chambas. Je pense que c'est un Ghanéen. Oui, c'est un Ghanéen. Oui. Il est toujours en train de tirer les ficelles dans la CEDEAO. Il est à l'ONU maintenant dans le coin de l'Afrique de l'Ouest. Ok. Donc, il faut dire que la chose qui est importante, après ces élections, après tout ce qui s'est passé maintenant, je pense que nous en tant que Togolais, spécialement les intellectuels togolais, nous devons comprendre que ce n'est plus... Nous devons être la solution pour nos problèmes. Nous devons être la solution pour nos problèmes. Sinon,
on va nous comparer à des parents d'élèves dont les enfants échouent et ils accusent l'école. Je ne pense pas qu'on est... C'est que nous avons eu toutes les possibilités. C'est-à-dire les gens du gouvernement RPT UNIR aussi doivent comprendre aujourd'hui que nous ne faisons pas... ce n'est pas une joie pour nous d'être Togolais. Je connais des gens qui ne veulent même plus qu'on les associe au Togo. Ce que le gouvernement fait, ils ont des familles. Ils ont des gens qui souffrent aussi. Eux-mêmes, c'est ceux qui sont dans ce gouvernement. Eux, ils ne pensent pas qu'ils peuvent devenir président du Togo un jour. Non, soyons sérieux. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre la balle et essayer de sensibiliser les gens que nous devons être le changement même que nous voulons dans ce pays. Aujourd'hui, c'est Noël et je lance cet appel à tous les Togolais qui ont encore dans leur sang, dans leur tête, un peu de pensée pour ce pays. Mais il faut que nous réglons nos problèmes. Nous ne pouvons pas créer du désordre comme ça dans la sous-région. Et Faure, le président Faure même, je pense qu'il doit comprendre que la situation n'est pas logique. Pourquoi c'est seulement sur 15 pays, c'est seulement le Togo qui va continuer par être trimballé ici par la CEDEAO, là-bas par la CEDEAO, alors que nous sommes le pays d'Idem Kodjo. Nous sommes le pays de grands intellectuels. Nous sommes le pays des gens qui peuvent s'asseoir mais le pays de Benio Amegbo et autres. Donc, il faut qu'on comprenne que ce que la CEDEAO fait, ça n'engage que la CEDEAO, mais ce que nous faisons au Togo, ça doit nous engager en tant que Togolais. D'accord. Merci, M. Komi. Monsieur le professeur, avec tout ce qui s'est passé, et nous nous retrouvons aujourd'hui avec les législatives, avec les résultats des législatives, est-ce que nous pouvons dire que la C14 a échoué par manque de stratégie pour conduire le peuple togolais à la victoire? Et si oui, quelle est la nouvelle stratégie à adapter par la C14? Quelle serait la nouvelle stratégie adaptée par la C14? Parler d'échec de la C14, c'est comme se dire que bon, la C14 manifestait depuis pour réclamer les législatives. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au Togo, on élit les députés pour un mandat de 5 ans. Et avant le 19 août, les élections pour remplacer cette assemblée qui finit là étaient prévues. C'était même prévu il y a de cela 5 mois auparavant. Il est vrai que la crise est arrivée, ça a été repoussé. La C14 n'a jamais réclamé l'organisation des élections législatives. Il faut retourner dans les revendications pour voir ce que la C14 réclamait. Maintenant, si on veut juger le succès ou l'échec de la CEDEAO par rapport au législatif, c'est que nous sommes en train de traiter, et c'est quand même un médecin qui décide de prescrire un médicament à des maux de tête alors que le client souffre de maux de ventre. Ce n'est pas ça. Moi, je ne vois pas les législatives là en termes d'échec. Non. La C14 ne doit même pas se sentir concernée parce que ça ne faisait pas partie de nos revendications. Moi, j'ai dit aux gens qui m'ont appelé, si depuis le 19 août, tu te levais, tu parlais ou bien tu marchais au Togo ou tu faisais quoi pour les législatives, ta lutte est terminée depuis le 20 décembre. Mais si par contre, tu marchais pour avoir des réformes dignes de ce nom, pouvant aboutir à la tenance au Togo, c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts parce que le travail reste à faire. D'accord. C'est comme ça que moi je vois les choses. Alors, je ne peux pas évaluer la C14 maintenant. Il faut aller jusqu'au bout pour voir si elle a échoué ou pas. Sinon, les élections ne sont pas un baromètre du succès de la C14 ou pas, puisque ce n'est pas la raison pour laquelle la C14 manifestait. Je vous remercie. D'accord. Alors, monsieur, comment, la même question, est-ce que la C14 a-t-elle échoué ou bien elle doit encore adopter des stratégies pour pouvoir continuer cette lutte? Vous savez, la politique, c'est une question de stratégie. Et en politique, la stratégie est permanente. Donc, vous pouvez perdre une bataille, mais la guerre, c'est la somme de victoires de beaucoup de batailles. Donc, je pense que stratégiquement, comme on est en politique, la C14 doit toujours affûter ses stratégies. Aujourd'hui, ils sont du côté de l'opposition non parlementaire, extra-parlementaire, comme on dit au Togo.
Donc, c'est à eux maintenant de changer aussi de stratégie en tant qu'opposition extra-parlementaire, s'ils auront à contribuer ou bien à jouer avec l'opposition parlementaire ou pas. Donc, vous savez, la politique, c'est ça, c'est la stratégie, c'est comme une vie humaine et c'est toujours une stratégie. Dire aujourd'hui que la C14 a perdu la bataille, oui, mais la guerre, je ne pense pas, je ne sais pas. C'est l'avenir qui va en déterminer. Écoutez, en politique, ce que moi j'ai appris, c'est qu'il faut être franc. La C14 a une portion vraiment considérable des Togolais derrière eux. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas venir ici pour jouer de la politique. La C14 a une popularité impressionnante. Maintenant, malheureusement, ils sont de l'autre côté de l'Assemblée. Comment est-ce qu'ils vont faire maintenant? Donc, c'est à eux de trouver des stratégistes pour essayer de remonter la pente. Et il faut aussi que dans nos politiques maintenant, les gens puissent s'offrir des stratégistes, des gens qui connaissent le rouage politique pour les aider à avancer. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Oui, mais est-ce que si vous avez des stratégies à proposer, quelles seront ces stratégies, monsieur Komba? Ce n'est pas sur votre plateau que je vais proposer des stratégies à la C14. Vous savez, c'est des amis dans la C14. Hein? Donc, je vous dis que la politique, c'est une question de stratégie permanente. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas de stratégie à proposer. D'accord. D'accord. Alors, professeur, voilà la position de l'ANC de M. Jean-Pierre Fabre qui dit que c'est le début d'une nouvelle étape de lutte. Et de l'autre côté, le Conseil de l'attente dit que le scrutin s'est déroulé dans le calme et dans la transparence. D'après le chef de mission de ce Conseil d'attente, M. Yao Kwame. Est-ce que vous le cautionnez? Le Conseil de l'attente fait partie, c'est une petite partie qui est membre de la CEDEAO. C'est-à-dire que quand vous prenez le noyau CEDEAO, vous avez le Conseil de l'entente au milieu, c'est-à-dire que le Conseil de l'entente fait partie de la CEDEAO. Et les mêmes acteurs qui se sont prononcés par rapport dans la CEDEAO, c'est les mêmes personnes qui se prononcent dans le Conseil de l'entente. Vous pensez que le Conseil de l'entente va dire non, 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 nous avons observé autre chose? Non, 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 s'il vous plaît. Si le Conseil de l'entente a jugé bon de sortir et dire ce qu'il a dit, c'est qu'il veut simplement qu'on dise que nous aussi on s'est prononcé. Mais pour nous les Togolais, qui dit Conseil de l'entente, dit CEDEAO, qui dit CEDEAO, dit Conseil de l'entente, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Alors, on ne s'attend pas à quelque chose de contraire venant du Conseil de l'entente. Non, 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 s'il vous plaît. Il ne faut pas, on connaît ces regroupements-là. On connaît la crédibilité de ces regroupements-là. Si la CEDEAO n'est pas crédible, vous pensez que c'est le Conseil de l'entente qui sera crédible vis-à-vis des problèmes de l'Afrique de l'Ouest? Jamais. Et je voulais souligner quelque chose. Quand je parlais de la déception de la CEDEAO, ce n'est pas que on attendait la CEDEAO. Non, c'est par rapport à son ingérence, à son implication que je dis cela. J'ai toujours été, depuis le premier jour, même quand on s'était retrouvé à New York le 19 août 2017, pour la première marche synchronisée, j'avais dit, lors de mon intervention, que tout ce que nous faisons, tout ce qui va arriver, c'est le peuple togolais qui va le décider. Et je n'ai jamais cessé de le rappeler. Que si après tout ce qu'on aura fait, au sortir, force représente en 2020, 2025 et autres, la faute revient aux Togolais. Ce n'est pas la CEDEAO en ces termes. Ce n'est pas au Conseil de l'entente, ce n'est pas à l'ONU. Mais si nous sommes obligés de parler de la CEDEAO, c'est parce qu'entre-temps, elle a joué un rôle dans le processus de de médiation. C'est tout ce qui fait que nous parlons de ça. Sinon, tous ces pays-là qu'on a cités, il y a les exemples les plus récents, sont le Burkina Faso, où il s'appelle comment? Macky Sall était le président de la CEDEAO. Dès que les Diendéré ont fait leur coup, et que la population disait non, Macky Sall a pris son avion direction Ouagadougou. Il a rencontré les acteurs politiques, il leur a dit, bon écoutez, laissez les putschistes faire 3 ou 6 mois, ils vont laisser le pouvoir. Dès qu'il a dit ça, il a vu de l'autre côté le peuple en train de faire sa démonstration de force.
Jusqu'alors, je ne sais pas si Macky Sall a pu prendre le même avion avec lequel il est venu, ou bien il a pris un autre avion. On ne sait comment il est reparti au Sénégal. Il a compris que le peuple burkinabé a parlé, je n'ai plus rien. C'est comme ça que la CEDEAO s'est tue. La France qui avait envoyé des attachés militaires pour aller donner des directives aux putschistes, ils ont appelé leur carte de retourner que le peuple a parlé. On n'est plus rien. Donc moi, je continue par croire que la souveraineté dont on parle revient au peuple togolais. Si ce peuple-là m'écoute, c'est à lui de faire son travail. C'est tout. Et je compte sur ce peuple. Moi, je suis confiant que si ce peuple-là se mobilise, comme les gens le disent, Fort va comprendre. À un moment donné, il se dira que non, le peuple a parlé, j'ai compris. Maintenant, il fait semblant de ne rien entendre. Il comprendra. Je vous remercie. D'accord. Nous avons quelqu'un rapidement en ligne. Oui, vous allez ajouter un mot, j'arrive. On a quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Rachidi. C'est Rachid toujours. Oui, c'est Rachid toujours. J'ai une question, sinon deux questions à poser à monsieur Komi Komla et au docteur Moussa Issifou. Allez-y. Ma question est de savoir, qu'est-ce qu'il propose concrètement pour balayer ce régime. Et la deuxième question est de savoir, le leader du PNP, M. Diko Atadam, avait proposé un principe, le principe du maillage territorial. Aujourd'hui, en sommes-nous? Et puisque, entre temps, les autres partis que compose la coalition C14 n'avaient pas bien compris ce principe. Est-ce qu'aujourd'hui, les autres partis vont pouvoir jouer leur partition pour que la révolution soit effective et qu'elle puisse être à même de balayer ce régime? Je vous remercie. Merci donc Rachidi. Alors, monsieur, comment répondre à la question? Sinon, vous pouvez d'abord essayer de dire ce que vous voulez, parce que vous avez la parole. Okay. Je pense que la première question de Rachidi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose pour faire dégager le régime en place. Le régime RPT unir, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je remercie M. Rachidi. Je l'ai écouté dans l'autre émission de Yves Kenao. J'ai vu ses analyses très pertinentes. Mais M. Rachidi, le peuple togolais a déjà donné l'indicatif. C'est que le peuple togolais veut une alternance. Et cette alternance, elle doit être négociée par les politiciens, parce que c'est un problème politique. Elle doit être négociée par les politiciens. Donc, il faut que le peuple puisse comprendre et investir des politiciens pour faire le travail politique. Quand on me dit qu'au Burkina, c'est le peuple qui a pris ses responsabilités, j'ai entendu ça plusieurs fois. Mais je dis aux gens qu'il faut aller à la genèse du problème burkinabé. Il y avait un contentieux au Parlement. Les politiciens étaient arrivés à ce qu'on appelle deadlock. Il n'y avait plus d'issue. Et les organisations de la société civile se sont levées. Et c'est ce qui a fait partir Blaise Compaoré. Au Togo, les jeux sont inversés des fois. Des fois, c'est les politiciens qui se trouvent dans la rue. Et l'organisation, la société civile est vraiment divisée, qu'il n'y a pas de coordination. Des fois, les politiciens qui doivent se trouver à l'Assemblée refusent même d'aller à l'Assemblée, on ne les voit pas. Il n'y a pas de pays où la population s'est levée comme ça. Donnez-moi l'exemple. Sans qu'il y ait une préparation à la base. L'Arab Spring qu'on a eu, il y a eu des mouvements de grassroots qui ont travaillé. Donc quand on dit au peuple togolais de prendre sa responsabilité, moi je peux vous dire que en quelque part, ce sont les politiciens qui ne prennent pas vraiment leurs responsabilités. Parce que le peuple togolais a beaucoup fait. Depuis les années 90, ils ont affronté
les éléments du feu général Nassingbe Yadima. La jeunesse togolaise a tellement donné. Ceux qui doivent s'en souvenir des mouvements épémog et tout ça là. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'on peut encore demander à ce peuple qui n'a pas encore fait. Le soulèvement du 19 août, le peuple togolais était au rendez-vous. Je pense qu'il faut maintenant, comme je l'ai dit, la politique, ce sont des stratégies. Et mon ami nous demande quelle stratégie nous avons. Et je vais lui répondre très sincèrement, c'est que c'est aux politiciens de se réorganiser pour appuyer la population qui est toujours debout, vaillante, et qui fait déjà ce qu'elle doit faire. Concrètement, je ne sais pas ce qu'on demande encore à la population de faire. La population togolaise, elle en a fait assez. Donc, pour répondre à la question de M. Rachidi, on va demander, notre stratégie c'est ceci, nous allons demander à la classe politique togolaise, l'opposition dans son ensemble, de se réorganiser pour la fin de cette lutte. Il faut se réorganiser. L'opposition doit se réorganiser. Donc c'est ce que nous proposons au peuple togolais. Docteur, alors faites-vous la même proposition? Oui, mais je pense que les indices que nous avons depuis un certain temps nous prouvent que les choses vont changer. L'implication des hommes religieux dans cette lutte, c'est une nouvelle phase, ou bien c'est une nouvelle, disons, oui, phase que la lutte nous montre. Puisque je ne vais pas dire que quand les gens manifestaient, il n'y avait pas les croyants parmi les manifestants. Mais l'autorité morale des évêques, des prêtres, des imams vient donner un coup de pouce à cela. C'est-à-dire que parce qu'au Togo, les Togolais sont vraiment des vrais croyants, que ce soit chrétiens ou musulmans, les Togolais sont vraiment, et ils écoutent bien quand ils vont à leur lieu de prière, les leaders religieux. Maintenant que ces leaders se prononcent et disent que la situation du Togo n'est pas acceptable, que même le Coran et la Bible condamnent ce que nous sommes en train de vivre, je pense qu'on aura plus de personnes mobilisées qu'avant. Ça, soyez-en sûrs. Et ça, moi, c'est ça qui me donne encore plus de force à croire encore en ce peuple-là. Le peuple togolais, nul ne peut le nier, a donné. Mais on ne peut pas abandonner parce que avant d'abandonner, assurons-nous d'abord que nous pourrons supporter ce que ce régime fera si on abandonnait. C'est là la question qu'il faut poser et c'est là où il faut trouver une réponse. Et le peuple togolais en est conscient. Je ne veux pas vous dire ce qui se passe à l'heure où je vous parle, dans les villes de Sokodé, de Bafilo et de Mango. Les jeunes ne sont plus en ville. Il y a les capitaines, on dit anti-gangs qu'on a installés dans toutes les villes. Ils ont des listes bien faites et ils sont à la recherche des jeunes qui continuent d'enlever chaque nuit. Je ne sais pas s'ils le font avec l'aval du ministre Yark ou le font seulement parce que quand il y a dictature, chacun est dictateur dans son coin. Je ne sais pas pour le moment. Mais c'est ici le lieu de dénoncer ces petits capitaines-là qui sont en train de rendre la vie difficile aux jeunes dans les localités. Même ils ne savent pas qu'en faisant ça, même l'économie de ces localités-là part en éclat. Non! Je ne sais pas pourquoi vraiment ils font ça. Donc c'est pour vous dire que ce que le RPT-UNI prépare pour le peuple togolais, je vous dis, ce n'est pas du bon. Parce que c'est un régime rancunier et revanchard. Il se dit, j'ai gagné, maintenant nous allons vous montrer. Ils l'ont dit, moi je pensais qu'ils blaguaient. Ils sont maintenant en train, le jeune qu'on a pris à Bafilo dans les semaines passées, et les gens criaient, on lui a dit qu'on l'a pris parce qu'il était dans la manifestation du 19 août. C'est eux qui avaient organisé. Ce n'est pas pour la manifestation d'hier. Il était chez lui, on va le chercher, on dit, on le cherchait depuis le 19 août. Ça, c'est un régime, ça. En tout cas, je mets en garde tout le peuple togolais. S'ils pensent que
il est fatigué, il va rester chez lui, par bonté, ce régime va devenir un peu bon du jour au lendemain, comme ça il va être doux, et il va le conduire comme on conduit des hommes, et non comme des bêtes. Il se trompe. J'ai discuté avec un ami qui m'a dit, oui, c'est vrai, ouais, il y a les localités, quand j'ai parlé d'années, on dit, oui, ces localités ont donné, il y a peut-être, j'ai dit, non. Nul ne peut nier l'apport que le quartier de Baie a apporté. Le quartier de Nicolas fait que Dieu vient compris. Qui va nier cela dans les années 90? D'accord. Mais, du moment où ce régime reste là, vous ne pouvez pas croiser les bras et dire, maintenant, vous, les gens de Sokodé, Bafilo, faites votre part, après vous, Danquin va faire sa part. On ne pourra pas. C'est pourquoi je dis que nous reconnaissons les efforts, mais tel que vous poursuivez le diable, et le diable est encore fort, il ne faut pas abandonner parce qu'il va devenir encore plus féroce et vous aurez des pots cassés. C'est pourquoi je dis que le peuple doit être toujours au rendez-vous. Maintenant, ma proposition, c'est quoi? La proposition est simple. Nous disons que même au lendemain du 19 août, le discours que Tipi Achadam a fait le 20 ou le 21 août, il a dit, à partir de cet instant, cette lutte rentre dans le domaine public. C'est au peuple togolais de la conduire. La C14 jouait seulement le rôle de guide. Et jusqu'à présent, c'est ce que moi je crois. Je continue, donc je demande au peuple plutôt de faire un effort pour faire en sorte qu'on puisse atteindre notre objectif, mais que la C14 puisse aussi réviser les stratégies. C'est-à-dire que lorsque un Nana Akufo-Addo viendra dire arrêtez les manifestations pour qu'on négocie, vous l'envoyez au diable. Vous dites, on va continuer, si vous voulez négocier, on négocie pendant que nous continuons les marches. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je ne pense pas que les gens vont vouloir mener la lutte de la même manière, jamais. Mais ce n'est pas tout qu'on peut dévoiler sur les plateaux ici, puisque les autres, les tortionnaires de la République écoutent aussi. D'accord. D'accord. Nous avons deux dernières questions pour pouvoir terminer notre spécial grand débat. Alors, Monsieur Komi, la première question. Après les législatives 2018, peut-on dire que la démocratie au Togo existe-t-elle? Serge. Bon, écoute, Serge, c'est la démocratie, c'est une matière très compliquée. Ça, il faut le reconnaître. La question, je pourrais vous la retourner. Si la démocratie existe aux États-Unis, où ce sont les grands électeurs qui élisent le président. Mais je pense que la démocratie, c'est aussi le compromis. C'est ça aussi la démocratie. Parce que si on accepte, certains définissent la démocratie comme la dictature de la majorité. Là aussi, ce sont des compromis. Parce que la minorité peut vouloir se retrouver dans les rues et tout casser. Mais ils ont accepté que, bon, la majorité l'emporte. Donc c'est ça. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut définir ce qui se passe au Togo comme une vraie démocratie. Mais nous sommes en train d'apprendre cela. Nous sommes en train d'apprendre cela. Seulement que les études que nous faisons en démocratie sont un peu plus longues. Nous avons passé plusieurs années dans peut-être la même classe et nous avons évolué un peu. Et nous avons encore passé plusieurs années dans la même classe et nous avons évolué un peu. Parce que si on compare ce qui se passe au Togo et ce qui se passe au Ghana et ce qui se passe au Bénin, bon, je pense que nous avons une démocratie à rythme varié. Nous sommes en train d'aller vers une démocratie à rythme varié, mais malheureusement, c'est que nous n'apprenons pas vite les choses chez nous, compte tenu de l'héritage politique que nous avons au Togo, qui est constitué de dictature la plus dure et la plus longue de l'Afrique. Ça, il ne faut pas que nous fermons les yeux sur ça. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui a aidé, je pense, le peuple béninois, le peuple ghanéen, c'est qu'à un moment donné de leur histoire, ils ont eu à pratiquer d'autres systèmes. Par exemple, le marxisme au Bénin, où tout est pointé vers l'État.
C'est-à-dire que nous sommes des camarades et on doit tout faire pour le progrès de l'État. Les Ghanéens aussi ont pratiqué ça un peu. Mais au Togo, c'est une dictature très dure. Et je me souviens dans le temps, et Adema était le meilleur footballeur, et Adema était le meilleur chanteur, et Adema était le meilleur travailleur. Donc, il faut comprendre que nos histoires sont différentes. Et si on ne passe pas des compromis politiques, des compromis durs, mais que chacun doit mettre de l'eau dans son vin et dire, bon, écoutez, pour que le Togo gagne, nous allons faire ceci. Pour que le Togo gagne, nous allons faire ceci. Sans ça, moi je ne pense pas qu'on va évoluer. Merci. D'accord, merci M. Koma. Alors, professeur Issoufou, voilà un message qui vient d'arriver. Pas de vote au Togo, il n'y a pas eu de vote au Togo, mais les députés ont été choisis. Vous avez vu les députés, comment on appelle ça, les candidats indépendants. Donc, M. Faure a eu bien son opposition. Alors, l'armée aussi est derrière le président Faure. Si demain, les Togolais n'investissent pas les rues pour pouvoir dégager M. Faure Gnassingbé, il va faire encore plus de 10 ans, même aller jusqu'à 15 ans, parce que le compteur sera mis à 0. Voilà le message de notre ami. Alors, monsieur le professeur. Oui, mais quand il dit que le Faure fera 15 ou plus que ça, c'est l'intention de Faure. Ce n'est pas que le monsieur, c'est pas l'intervenant n'a pas menti. C'est son intention. Et l'intention, c'est de lui permettre. Je vous ai dit que c'est 2035 que lui, il a fixé son cap. Et ça, il y a des indices qui le montrent. J'ai parlé de leur émergence 2035, j'ai parlé du contrat de Bolloré jusqu'à 2035 ou au-delà. Donc, tout ça est fait à dessein. Donc, c'est ça qu'il veut faire. Maintenant, il a aussi dit que les soldats sont derrière Faure. Les soldats qui, s'ils étaient derrière Faure, ils n'allaient pas voter à 53% de bulletins nuls, à moins que ces 53% soient fabriqués. Sinon, c'est ce qu'on nous a communiqué comme vote chez les militaires. Ce qui nous dit que au moins dans l'armée, 53%, ce qui est quand même grave, n'est pas pour ce qui se passe là. Ils ont décidé de voter nul parce qu'on les a obligés d'aller voter. Si vous pensez que si ces soldats-là avaient la latitude, ils allaient aussi boycotter comme les civils. Mais comme il fallait aller coûte que coûte, au moins dans l'isoloir, personne ne va les suivre. C'est pourquoi ils ont eu la chance de voter les bulletins nuls et nous avons vu cela. Donc c'est pour dire que les soldats ne sont pas à 100% avec lui. Maintenant, je suis d'accord avec lui que le peuple doit investir les rues et ça ne va pas tarder. Même le régime sait que rien n'arrêtera la volonté du peuple à investir les rues, ça c'est clair. D'accord. Alors, Monsieur Koma, je crois que nous sommes à la fin de notre grand débat d'aujourd'hui. C'était un grand débat spécial où nous devions situer les responsabilités. Il y a eu pour ce grand débat le thème analyse des résultats des législatives 2018 au Togo. Quel enjeu! Merci encore une fois de plus. Et Monsieur Gabriel Adona qui vient d'abord de nous parvenir pour poser ces questions. Alors Gabriel, avant que nous ayons Monsieur Koma et puis le docteur Issoufou, alors est-ce que vous pouvez faire rapidement le point de la dernière situation? Oui, merci. Merci. Alors, professeur. Ouais. Alors, Monsieur Gabriel, allez-y rapidement. Oui, pour les dernières nouvelles ici, les résultats sont tombés automatiquement. Maintenant, c'est UNIR qui remporte la majorité. Comme je l'avais prédit sur ce plateau, même plateau la fois dernière, UNIR ramasse 59 députés et le NET a pris 3, UFC a pris 6 et puis les autres organisations, ils en ont partagé 2, 1, 2, 1, 3, ainsi de suite. Donc, ceci fait que la population togolaise a automatiquement su la manière dont ils ont concocté les choses, puisqu'ils ont précisé que ça fait le taux de participation, c'est 59,25%.
Et ceci a essayé d'être un peu frustré, la population. Ça a mis la population en irritation et la population actuellement est en colère. Maintenant, ceci a poussé le révérend père Afognon, qui est un leader d'une tranche de l'organisation de la société civile, à monter en conférence de presse le 23 dernier, mais finalement, cette conférence de presse a été totalement empêchée par le ministre. Monsieur Gabriel, essayez d'aller droit au but, poser vos questions rapidement à nos interlocuteurs. D'accord. J'avais posé un planté de décor en posant la question à monsieur le professeur et comme là, pour savoir exactement, maintenant les résultats sont tombés, comment est-ce qu'ils ont apprécié? C'est sur ce même plateau que j'avais bien prédit que voilà, ils sont en concertation, la manière dont ils ont raclé les sièges aux députés à 83 de unis, et ils sont en train de renégocier. Quand ils proclament le résultat comme ça, la population togolaise saura carrément la manière dont ils ont essayé de voler les choses, et ils sont rentrés en négociation encore pour essayer de partager les sièges et essayer d'amoindrir les choses. Donc aujourd'hui, c'est l'UNIR qui a ramassé ces 49 députés au lieu de 83 qu'ils ont raclés en premier lieu. Donc maintenant, UFC revient à 6 députés au lieu de ces 5 députés qu'on a donnés à l'UFC. Comment est-ce qu'ils ont apprécié ça? Comment est-ce que vous appréciez ça maintenant? Monsieur, docteur. Non, oui, on va passer à monsieur Komlan d'abord. Monsieur Komlan qui avait la parole. Monsieur Komlan, est-ce que vous avez attendu? On passe à monsieur Komlan. Oui, monsieur Komlan. Est-ce que vous avez entendu la question de monsieur Gabriel? Oui. Bonsoir Gabriel, premièrement, je voulais le faire signaler que moi, je suis un membre du MPDD. Et je vais lui dire que le jeudi, à 16h, heure de Lomé, moi j'ai eu ces résultats qu'il avait communiqués sur vos antennes ici. À 16h, le jeudi le 20. Donc ce qui veut dire avant même la clôture de ces des opérations de vote, il y a eu des gens qui ont balancé les résultats qu'il nous avait dit ici sur les 23. Mais le problème n'est pas là. Le problème aujourd'hui, il faut aussi comprendre quelque chose. Que si l'UFC a 6 députés, le NET a 3, le MPDD a 3, le MRC, je pense, a 1, et il y a d'autres indépendants qui ont 1, 2, 1, 2. Bon, dire que ce sont des choses qui sont négociées, moi, bon, je me mets un peu à l'écart de ces déclarations-là. Parce que je peux vous dire qu'à un moment donné, j'ai été dans la campagne, même en étant aux États-Unis. J'ai été dans la campagne, même en étant aux États-Unis, et j'ai vu certaines réalités que même les gens lobés n'ont pas su avoir. Donc, je vous dis que la politique, ce ne sont pas des incantations, mais c'est du travail. Donc, le parti dans lequel moi je milite, nous avons eu les résultats et nous allons travailler conséquemment pour que les Togolais puissent savoir que rien n'est encore joué, leur espoir est intact. Comprenez ce que je dis. Leur espoir est intact. Nous allons renverser d'une manière ou d'une autre. En amenant tout un chacun, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes ouverts à tous les partis qui veulent travailler pour que ce régime change, pour qu'il y ait l'alternance, pour que le Togolais lambda puisse avoir au moins 2 repas par jour. Nous sommes prêts à travailler pour ça. Nous n'allons pas nous polémiquer maintenant sur les résultats qui sont passés. Nous regardons en avant. Dans 18 mois, il y aura peut-être 2 autres élections au Togo, les locales et le présidentiel. Il y a beaucoup de trucs à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous travaillons ensemble pour que le Togo puisse marcher. Merci. D'accord. Mais monsieur Komlan, je crois que vous venez de nous dire tout à l'heure que vous militez dans un parti qui a eu 3 députés. C'est ce que vous avez dit, bien sûr. On vous a posé une question tout à l'heure pour savoir si les législatives étaient légales ou bien de manière légale ou bien légitime, ou bien légale. Mais vous n'avez pas
réellement répondu à cette question. Alors, vous venez de nous faire découvrir. Alors, je vous laisse le choix maintenant de revenir sur surface et répondre à cette question, M. Komla. Oui, je vous ai parlé d'une légitimité, que la question est une question de légitimité. Vous voyez ce que je dis, c'est que ceux qui ont organisé ces élections, parce que nous leur avons toujours dit qu'il serait bien de repousser les élections, mais ils se sont entêtés et ils ont organisé ces élections. Un parti politique a pour mission d'aller aux élections. Et si vous étiez quand même dans ces élections, vous vous êtes engagé quand même, M. Komla, vous êtes par rapport à la feuille de route, par rapport à la CENI qui a été mise en place depuis octobre 2017, malgré le fait que cette CENI n'était pas consensuelle, vous vous êtes mis là-dedans, c'est ce que vous venez de dire. Et maintenant, vous dites que vous avez dit à la CENI, sinon au gouvernement, de repousser les élections. Oui. Est-ce que nous sommes sérieux à cela, M. Komla? Vous parlez de feuille de route. Ceux qui étaient dans les négociations, qui sont partis au niveau de la CEDEAO de manière consensuelle, c'est cette CEDEAO qui dit aujourd'hui que les choses sont allées d'une manière acceptable. Nous, on n'était pas là-bas. On ne savait pas ce qui a été dit. Vous comprenez ce que je dis? Nous, on n'était pas là-bas. Donc, on ne sait pas ce qui a été dit là-bas. Mais c'est la CEDEAO qui les a réunis et la CEDEAO qui dit que les choses ont été consensuelles. Vous croyez que les 14 autres membres de la CEDEAO, tout ce qu'ils font dans d'autres États, ils vont faire un complot contre le Togo? Non. Vous croyez que le président ghanéen, son Excellence Nana Akufo-Addo, un homme respectable, va maintenant se mettre à fomenter un coup contre le Togo? Vous croyez que le président burkinabé, Roch Kaboré, qui de surcroît a une femme togolaise, va s'asseoir maintenant à fomenter un coup contre le Togo? Mais quand même, mes chers frères, mes chers compatriotes, soyons sérieux et essayons de regarder là où le problème est. C'est à nous de résoudre le problème. C'est notre problème. Je vous l'avais dit tantôt. C'est notre problème, c'est à nous de résoudre le problème. D'accord. Merci. On va passer au professeur parce qu'il attend impatiemment. Gabriel, vous allez poser une question tout à l'heure si vous avez la question. Monsieur le professeur, le débat est lancé. Vous avez quand même compris ce que M. Komla a dit. Oui, mais par rapport à la CEDEAO, je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous m'écoutez? C'est bien? Oui. Bon. Par rapport à la CEDEAO, je continue par croire que du moment où la CEDEAO ne nous a pas dit, donner les raisons pour lesquelles elle nous abandonne en cours de chemin, c'est que c'est un complot. C'est à elle de venir nous prouver que non, c'est pour ceci que nous avons fait ça. La CEDEAO ne nous a pas communiqué quoi que ce soit. Ils l'ont même reconnu, c'est pas qui de la CEDEAO a dit, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup communiqué dans cette histoire. C'est pas que c'est Béazin. Qu'est-ce qui les empêchait de communiquer avec nous, nous dire pourquoi ils posent les actes qu'ils sont en train de poser? Vous êtes venus, voilà, ils ont déclaré que ils ont remercié les facilitateurs que leur travail est fini. Alors que tout le monde, même eux-mêmes, ils savent que c'est un seul point de la feuille de route qui a été exécuté. Qu'est-ce qu'ils en ont fait des autres points inscrits sur la feuille de route? Si ce n'est pas un complot, ça s'appelle encore quoi? Vous venez, vous dites, vous tracez et une ligne à suivre. On prend seulement un point sur les 10 points et vous dites vous êtes satisfait de tout ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que vous voulez que les Togolais disent? À partir du moment où vous ne communiquez pas avec nous pour nous dire voilà les raisons pour lesquelles on vous laisse, c'est qu'on peut dire que vous êtes venus seulement pour saboter l'élan du peuple togolais. Sinon, on a quoi à voir avec eux? Quel Togolais on n'avait pas de problème avec eux, mais que c'est compte tenu du comportement que les gens sont en train d'apporter cela. Sinon, ce n'est pas qu'ils sont venus nous dire on veut vous saboter, non. Mais à travers la façon dont ils ont, conduit le problème, la médiation, c'est là où nous voyons que ça ne va pas. Lorsque le RPT était en train de s'entêter, quel Togolais n'avait pas souhaité que la CEDEAO au moins se prononce pour dire clairement que voici ce que nous voulons que vous fassiez? Non, ils n'ont rien dit. La mission qu'on a dit, le comité des civils, depuis qu'ils sont arrivés, ils ne sont plus revenus. Les chefs d'État, on ne les voit plus.
Maintenant, du coup, ils sortent pour nous dire que tout ce qui s'est passé là, ils étaient d'accord. Alors qu'ils n'ont jamais dit que c'est comme ça. Voilà, vous voulez qu'on dise que qui a saboté qui? Si ce n'est pas la CEDEAO. Ce n'est pas en disant ça, je ne dis pas qu'ils doivent nécessairement être ceux-là qui doivent résoudre le problème togolais. Non. Mais du moment où ils se sont invités, il faut qu'on apprécie la façon dont ils ont réglé le problème. C'est tout ce que nous disons. C'est la façon dont ils ont réglé le problème que nous sommes en train de se pas critiquer ici. Ils se sont invités, voilà. Ils n'ont rien respecté. La feuille de route a tracé plusieurs points. Et ils ont seulement choisi un seul point. D'ailleurs, sur lequel ils ont dit la date du 20 décembre était une date indicative. C'est pourquoi même les partis qui ont participé disaient qu'il fallait toujours repousser jusqu'à la veille. Alors, pourquoi les gens demandaient qu'on repousse jusqu'à la veille? C'est parce qu'on sait que les choses ne se faisaient pas de façon normale. Maintenant, la CEDEAO a dit que c'est normal. Nous, en tant que Togolais, à nos yeux, nous pensons que cet agissement-là, ces élections-là sont normales. En tant que Togolais, je ne demande pas qu'on les annule. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas annuler. Il faut les laisser être là-bas. Mais je demande aux Togolais, un homme libre, digne et conscient. Est-ce que ça, on appelle ça élection? On laisse ce que la CEDEAO a dit. On les laisse nous-mêmes, c'est à nous de juger. Est-ce que ça s'appelle élection? C'est pourquoi j'ai parlé de légitimité. Les gens font comme si, sur ce plateau, je suis en train de dire que les élections sont normales. J'ai parlé de légitimité. Je n'ai pas parlé de légalité. Je me suis dit que, je vous ai dit que c'est le peuple qui donne la légitimité. Et dans le cas où, il faut bien entendre ce que je suis en train de dire. Dans le cas où le peuple n'est pas sorti, donc il y a un déficit de légitimité. Parce que si on veut parler de légalité, nous allons entrer dans d'autres traductions de la chose qui peut-être ne seront pas bien pour la lutte que nous sommes en train de mener. Donc, au moment de la légitimité, le peuple togolais n'est pas sorti, donc il y a une question de légitimité de ces élections. Je ne sais pas si on est en train de dire la même chose, mais il faut que le peuple comprenne ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sorties, donc les élections, les votes n'ont pas une légitimité. D'accord, M. Komla. Parce qu'ils ont une légalité en quelque sorte. Oui, M. Komla, gardez l'écoute. On va rapidement prendre quelqu'un qui vient d'appeler là. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. C'est Rachid toujours. Je trouve le débat très intéressant et je voudrais poser d'autres questions à M. Komla et au professeur Moussa Isifou. Allez-y. Oui, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse du professeur Moussa Isifou. Il a parfaitement raison lorsqu'il rejette la responsabilité de cet échec sur la CEDEAO. Et je ne suis pas d'accord avec l'analyse de M. Komla, qui disait que ce n'est pas possible de penser que le président ghanéen et son collègue du Burkina Faso soient impliqués contre le peuple togolais. Parce que la CEDEAO pensait nous aider, donc d'aider le Togo à trouver une solution. Je crois que la CEDEAO a été, comment l'appelle-t-on, a été très partiale, a été aussi complaisante, parce que c'est elle qui jouait le jeu en faveur de fort, pas de le connaître, parce que la CEDEAO, en principe, elle a un protocole, donc qui demande à ce que lorsqu'il y a un conflit dans un pays, courir donc au secours, donc il faut venir en aide. Et tout, la voie de la démocratisation n'est pas négociable, mais dans ce cas, ce qui est vrai, c'est que la CEDEAO a fait cause
réunis, vous voyez. D'accord, donc votre question rapidement, on va y répondre. Monsieur Koma, est-ce que vous avez compris la question? Non, pas tellement, j'ai seulement compris que... Est-ce que vous pouvez répondre à la question que vous posez à M. Koma? Oui, elle s'adresse à M. Komi Komla et au professeur Moussa ici. Je disais que le professeur Moussa Soufou a parfaitement raison. Lorsqu'il rejette la responsabilité de l'échec à la CEDEAO, il a parfaitement raison. Et j'ai aussi une question à lui poser. Étant donné que nous sommes engagés dans la voie de la révolution, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'armée soit du côté du peuple? D'accord. Et maintenant, à M. Komla Kossim, ma question est de savoir bon, pourquoi lui, il ne voudrait pas qu'on rejette la responsabilité sur la CEDEAO. Parce qu'il disait que la CEDEAO ne peut en aucune façon compléter contre le peuple togolais. C'est ce qui a été constaté. D'accord. Monsieur Komla, est-ce que vous pouvez répondre rapidement avant d'aller au professeur puis revenir à Gabriel? Oui, je pense que sa question, c'est de savoir pourquoi, moi je pense que la CEDEAO ne peut pas régler le problème togolais. Non, pourquoi la CEDEAO n'est pas responsable? Pourquoi la CEDEAO n'est pas responsable de la situation. C'est une question c'est une très bonne question. Vous savez, au Togo, nous devons apprendre à vivre ensemble. Donc, nous sommes obligés à trouver des solutions à nos problèmes. Nous sommes des grands garçons. Voyez, nous sommes des gens assez mûrs dans ce pays pour essayer de s'asseoir et dire que j'ai fait 2 mandats, je dois partir. Vous comprenez ce que je dis? Parce que je ne vois pas pourquoi une seule famille va se décider de s'asseoir. Mais le Togo n'est pas un royaume. Pas du tout. Donc, c'est ce que je ne comprends pas. Parce que ces gens-là aussi sont des Togolais. Si au Bénin, les gens sont arrivés, malgré tous les problèmes qu'ils ont là-bas, à choisir l'alternance, quand tu vois quelque chose de bon chez ton ami, il faut apprendre ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Les gens ne comprennent pas bien quand nous posons le problème de cette manière. Nous n'allons pas maintenant commencer par dire des choses qu'on ne devait pas dire sur les antennes. En tant que Togolais, il faut que nous nous protégeons, que nous ayons une dignité aussi. C'est ce que je dis. Le chef de l'État doit comprendre que autour de lui, tout le monde part après 2 mandats. D'accord. On va aller directement du côté de... Serge, 1 minute. Allez-y. Okay? Tout le monde part après 2 mandats. Pourquoi lui ne veut pas partir après 2 mandats? Il doit comprendre que autour de lui, les institutions sont fortes. Quel que soit ce qui se passe au Bénin, leur cour suprême est respectée. Il doit comprendre qu'au Ghana, même la CENI est technique. Pourquoi on va entrer maintenant dans ces allicubrations, dans ces abracadabras, chaque élection qui sera à la CENI, qui ne sera pas à la CENI? Quand vous êtes chef d'État, vous êtes chef d'État pour le futur. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, les gens vont apprendre ça demain. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et aussi, de l'autre côté, il faut aussi comprendre que quelqu'un qui est en cours de mandat, soulever la population pour aller dire qu'il doit partir, c'est vraiment tomber des nues. Soyons sérieux. Je vous dis aujourd'hui, retour à la Constitution de 92. Vous savez que aux élections de 2015, Jerry Tama, qui est à l'Assemblée aujourd'hui, avait participé. Et Jerry Tama n'a pas encore 45 ans. Mais la Constitution de 92 dit qu'il faut avoir 45 ans pour être président. Imaginez que Jerry Tama avait gagné les élections en 2015. Et il est président maintenant. On revient à la Constitution de 92. Et Jerry Tama n'a pas... Donc, moi, je pense que
il faut que, en tant que des hommes matures, nous commençons maintenant à apprendre comment réclamer certaines choses et comment vivre ensemble. On ne peut pas chaque fois aller courir au niveau de la CEDEAO pour venir régler nos petits problèmes. C'est pour je dis que la CEDEAO doit être mise complètement à l'écart de cette histoire. Et c'est au Togo de régler. Merci, M. Kouma. Professeur. Oui. Est-ce que vous pouvez y répondre? La question pour moi c'était comment faire pour amener l'armée à être derrière le peuple. Je pense que c'était ça, non? Oui, est-ce que l'armée, là où elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle peut se mettre derrière le peuple pour réellement réclamer sa souveraineté? Bien, il y aura un moment où cela sera possible. Si ce n'est pas encore possible, c'est que il y a quand même un temps de confiance qu'il faut laisser. Et dès que cette confiance-là sera là, ça sera chose faite. C'est-à-dire que ce que moi j'ai toujours dit, on ne demande pas à l'armée d'aller attaquer qui que ce soit pour le peuple et contre... Non, 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 non. Nous lui demandons de jouer son rôle républicain. Et ce rôle républicain, il a été joué en Égypte comme au Burkina. Lorsque, à un moment donné, après 3 jours de répression, les gens ont cessé. En Égypte, ce qui s'est passé, c'est quoi? Moubarak était obligé d'aller chercher, on les appelle comment? Il y a un groupe là, c'est comme les miliciens au Togo. Ils étaient sur les chameaux. Le dernier jour, c'était parce que l'armée a refusé de tirer, à tabasser les gens. Ils ont un nom en Égypte. Les bédouins, les fermiers, on est allé les ramasser. Ils sont venus marcher sur la population avec les chameaux, puis comment l'appelle-t-on, les sabres. Beaucoup ont été arrêtés et je ne sais pas, ils les ont vraiment, les populations les ont vraiment attaqués. Donc c'était les derniers jours. Je dis qu'à un moment donné, c'est une prise de conscience qui ne sera plus humaine, mais ça sera divine. C'est-à-dire que l'armée même ne comprendra plus pourquoi elle ne veut plus tabasser les populations. Moi, je vous ai donné des exemples. Je vous donne des exemples et je vous laisse l'antenne. Dans certaines zones vers le nord, les soldats sont allés tabasser les papas des soldats. J'ai appris que ces soldats-là sont furieux. Et ils disent, ben, si on va maintenant taper nos papas alors que nous sommes en train de maintenir l'ordre, j'ai dit c'est ça. Moi, j'avais fait un audio ici, en 2017, j'ai dit, quand un soldat tabasse le papa de quelqu'un, il faut savoir qu'il est en train de taper son soldat et son papa. Ce n'est pas littéral, c'est profond en sens. C'est-à-dire que, quel que soit les cas, un jour, Dieu fera que ton papa sera tapé par ton camarade soldat. Nous sommes déjà arrivés là. Et je ne suis pas sûr que les soldats togolais vont accepter qu'on envoie des gens aller taper leur papa et ils vont continuer par taper les papas des autres. Non, à un moment donné, cela va cesser. Et je ne leur demande pas d'aller tuer qui que ce soit de l'autre côté, non. Je leur demande d'arrêter des ordres qui sont des ordres injustes et illégaux. Et dès que cela s'arrête, le peuple a le vent en poupe. Les gens ne vont même pas rester. Fort ne va pas rester lorsque l'armée ne va plus tabasser les gens. Il va partir. Il va comprendre que c'est fini. Ce n'est pas Baora qui ira encore sur une chaîne chanter des bêtises aux gens. Non. D'accord. Tout cela, le pouvoir repose sur la force militaire. Mais dès que cette force-là, qui est un enfant d'autrui, qui est maintenant qui se dit que je ne peux plus faire ça, c'est fini. D'accord. Donc nous allons vers là. Moi, je suis sûr que ça ne va pas tarder à arriver. Parce qu'ils ont commencé par scier la branche sur laquelle ils sont assis. Je vous assure. D'accord. Votre mot de finale, votre mot de fin. Le mot de fin, non, moi je vais seulement remercier nos spectateurs et nos spectatrices qui ont voulu rester jusqu'à minuit pour suivre ce grand débat spécial face à face à M. Komla et Moussa Issifou. Je pense que c'est une première et on va voir ce que les gens diront demain. Et je remercie Komla aussi pour ce débat. J'ai souhaité que ce débat soit un débat, c'est pas franc et qui pourra amener les gens à dire non, il y a eu un débat clair et bon. Je pense que
les objectifs auraient été atteints. Je ne le dis pas moi-même, peut-être qu'on attend demain. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie Serge Yawa qui a voulu initier ce débat, qui est le prime time de Tempo Afrique TV. Je remercie Aduna aussi, qui a voulu veiller. Je pense qu'il doit être à 5 h du matin à Lomé. Et pour être là avec nous, je ne vais pas oublier Malik Sall, à qui je vais dire merci dans leur langue pour qu'il soit content. Malik, waouh, Nagadef. Merci donc, professeur. Alors, monsieur Komi, si vous voulez ajouter quelque chose, en même temps, votre mot de fin. Merci Malik, merci Serge, merci professeur Moussa, merci mon ami Adonai depuis Lomé, et surtout merci à notre ami Rachidi. Il a été l'arbitre dans ce débat entre le professeur Moussa et moi-même, comme là. Ce que je voulais dire à la fin, c'est que les élections sont passées. Maintenant, il y a une nouvelle assemblée. Quelle que soit notre appréciation de ce qui s'est passé, il faut qu'on se mette devant la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a une nouvelle assemblée. Et moi, je lance un appel à la C14. Parce que dire que la C14 a échoué sur toute la ligne, ce serait de la mauvaise foi. Je lance un appel à la C14 d'être prêt. S'il y a possibilité de travailler avec l'opposition parlementaire pour qu'ensemble, nous puissions arriver à l'alternance dans notre pays. On ne peut plus exclure une partie ou une autre partie. Je pense que c'est ensemble que les forces démocratiques pourront arriver à booster dehors la dictature dans notre pays et aussi à amener le développement. Et quand je parle de développement, je parle de développement minimal qu'on n'a pas aujourd'hui sur le régime d'Enyasingbe. Je parle seulement de 2 repas par jour pour mes chers compatriotes et mes frères, mes cousins qui sont au pays. 2 repas par jour. C'est de cela que nous parlons. Et après, nous allons voir la suite. Donc, je remercie la C14 pour tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est une autre lutte. Soyons ensemble et on serait gagnant. Le Togo sera gagnant. Merci. Merci donc, M. Komi Komla. M. Gabriel, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant la fin de cette émission spéciale, grand débat depuis les États-Unis? Oui, merci Serge. Moi, ce que je voudrais faire comprendre seulement, c'est que sur le terrain ici au Togo, c'est carrément différent de ce que vous pensez de l'autre côté. On dit tout simplement que voilà, il y a un autre parlement, donc il y a déjà une figure d'opposition parlementaire déjà, donc on ne considère plus la C14, on ne considère plus l'autre opposition parlementaire qui siégeait auparavant. Donc c'est un peu difficile que la C14 aurait accepté de participer encore au débat. Ce serait un peu difficile. Et d'autant plus que les leaders, excusez-moi, les leaders de la société civile aimeraient essayer d'éclaircir l'opinion, essayer d'éclaircir la population togolaise, mais automatiquement on les empêche avec les soldats, les gendarmes, que voilà, cette conférence de presse ne peut pas passer. Je vous ai dit tout de suite que le révérend Père Afognon avait voulu faire une conférence de presse le 23 passé, mais finalement il n'a pas pu. Demain, aujourd'hui, ce matin maintenant, on nous annonce que la C14 serait en conférence de presse à partir de 11 h au siège de la CDPA. Nous venons d'apprendre tout simplement que voilà, les soldats ont rempli déjà le siège de la CDPA. Donc, mais l'heure n'est pas encore sonnée. Et si la scène est comme ça, je ne pense pas qu'on va essayer d'appeler la C14 de venir participer encore et ils vont accepter. Également, de l'autre côté, pour ce qui concerne la CEDEAO, a perdu sa crédibilité devant les opposants principaux du Togo et a perdu sa crédibilité devant la population togolaise parce que le général Béhanzin nous avait dit en conférence de presse la fois dernière que voilà, le Togo est membre fondateur de la CEDEAO. Donc les Togolais pensent tout simplement quand on est membre fondateur, on impose la dictature, on doit consommer ça.
Donc, c'est ce qui se passe ici au Togo. Et donc, ce sera un peu difficile de rassembler encore les deux bords pour essayer de s'entendre. Mais nous allons voir, pour dire le bon Dieu, que ça soit quand même le cas, comme je viens de dire, comme là. Merci donc, Gabriel. Merci au professeur. Merci aussi à Commu, comme là, sans toutefois oublier notre ami Rachidi qui a appelé depuis les États-Unis. Merci aussi à Malik Issa pour la réaction de cette émission. Quant à moi, Serge Niawa, je vous donne encore rendez-vous à un autre spécial grand débat la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.